Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. et bienvenue, nous sommes Apolline Jean-Philippe et Thérèse de la Joie. Oui, vous pouvez l'applaudir. Nous sommes vos guides, Chef d'orchestre, vos dompteurs de timing. maître et maîtresse de cérémonie de cet événement hors du commun. L'édition 2026 de ma thèse en 180 secondes. Alors, bienvenue à la Maison des étudiants. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois. Pour d'autres, vous êtes peut-être des habitués. C'est donc la MDE, comme on l'appelle dans l'intimité, qui nous accueille ce soir. On les remercie pour leur accueil. Et vous êtes venus nombreux pour aimer, rire et comprendre la science. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, vous pouvez manifester votre enthousiasme, ils sont juste derrière, ils sont prêts, ils ont réellement envie de vous rencontrer, vous pouvez les encourager très très fort. Alors pour les nouveaux, Jean-Philippe, ma thèse en 180 secondes, c'est quoi? Eh bien, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours national et international de vulgarisation scientifique. Et c'est né au Canada en 2012, mais eux, ils se sont même inspirés du 3-minute thesis, vous apprécierez mon accent anglais, des Australiens. C'est pour ça que l'accent n'est pas terrible. Et donc, c'est les Québécois qui se sont inspirés des Australiens. Et en France, c'est arrivé en 2014, et c'est organisé depuis par la France Université et le CNRS. Et à Poitiers? À Poitiers, il est coordonné par l'Université de Poitiers, évidemment, l'ISAE-ENSMA, la délégation régionale Centre Limousin Poitou-Charentes du CNRS. Autrement dit, Apolline, c'est du sérieux. Exactement. Donc ce soir, 10 doctorants et doctorantes de l'Université de Poitiers vont relever ce défi. Résumer des années de recherche en seulement 3 minutes. Ils se préparent déjà depuis plusieurs mois. Ils ont profité d'une formation coordonnée par Grâce Acron du service Sciences et Sociétés de l'Université de Poitiers et co-animée avec la compagnie Quiproquo Théâtre. Cet événement se concrétise grâce à un réseau de soutien fidèle. La Fondation de l'Université de Poitiers, EDF, la MGEN Nouvelle-Aquitaine, la CASDEN, avec le concours de la Maïf, sans oublier la Banque Populaire Val-de-France, le tout dans le cadre du label Science avec et pour la Société. Alors, bien sûr, qui dit concours dit règles. Ah on oui. va juste faire un petit rappel des règles. Donc, on est bien d'accord, 180 secondes. Pas une seconde de plus, Apolline. Alors, que se passe-t-il s'il dépasse le temps imparti? Eh bien, c'est simple, mais c'est aussi dur, c'est la disqualification immédiate. Donc, c'est la règle. Leur objectif, c'est de vulgariser leurs recherches, leurs propos, et pour ça, ils peuvent être aidés que d'une seule diapositive qui sera rétroprojetée juste derrière. Les doctorants vont passer devant vous dans l'ordre du programme. Faites attention cependant, malheureusement, il y a un absent sur la liste puisque Valentin Fernandez n'a pas pu être présent ce soir pour des raisons de santé. Donc faites attention à ne pas le comptabiliser comme numéro 2, même s'il est numéro 2 dans la liste. Et une grille d'évaluation vous aidera à évaluer des prestations, ou en tout cas des petits tips pour savoir comment évaluer les prestations et s'en rappeler. Donc, un petit conseil au fil de la cérémonie, n'hésitez pas à prendre quelques petites notes, cela vous sera vraiment bien utile pour pouvoir vous décider lorsque vous allez devoir remettre le prix du public. Et justement, à l'issue des 10 présentations par les candidats et candidates, vous aurez l'honneur de voter grâce au jeton qui vous a été fourni à l'entrée. Vous le mettrez dans les urnes qui se trouvent à la sortie, dans l'urne simplement du candidat que vous avez préféré ou de la candidate que vous avez préférée. Et ensemble, comme ça, vous remettrez le prix du public. Exactement. Donc pour un petit peu lancer tout cela, nous allons accueillir pour cette fois des candidats un peu particuliers Oui, qui pour vont faire comme une simulation. Exactement, Ouais. ils vont se prêter au jeu. Ce sont des personnes très engagées dans le monde de l'éducation et de la recherche. Et donc nous allons les accueillir tout de suite. Nous allons accueillir Madame Virginie Laval. Présidente de l'Université de Poitiers, lieu où les idées prennent racine et où l'avenir se dessine. Virginie Laval. Et tout de suite accompagnée de Monsieur Majdi Couder. Directeur de l'ISAE-ENSMA, probablement la seule personne présente dans cette salle capable de changer une idée en fusée. Alors, on va commencer par Madame Laval. Je vous donne le micro. Et donc, elle va faire comme les candidats. Elle va devoir faire un discours en 180 secondes.
Exactement, et pour cela, on va se prêter au jeu. Donc, Monsieur notez Couder, je vous que invite à prendre place ici pour profiter, vous aussi, du spectacle. vous allez avoir le décompte, cher public, juste ici. Madame Laval, vous l'avez juste devant vous. À votre signal, vous faites un petit signe à Anaïs, et ça part pour 3 minutes. Vous êtes prête? Mesdames et messieurs, vous allez vivre un moment inoubliable à travers un extraordinaire voyage dans le temps, résumé en 3 minutes. Derrière chacune des 10 présentations, il y a des mois, des années de travail, des idées qui ont mûri, des hypothèses qui ont été formulées, des hypothèses qui ont été testées, des nuits entières à chercher, et parfois, on se retrouve malgré tout cela, parfois, devant une feuille blanche. Le tout rythmé par une palette d'émotions entre la tristesse d'un moment et la joie d'un autre. 3 minutes pour raconter l'essentiel, 3 minutes pour rendre accessible ce qui souvent ne l'est pas, 3 minutes pour créer un lien entre une discipline et un public. Ces 3 minutes ne sont pas qu'un résumé. Elles obligent à faire un pas de côté, à changer de regard, à raconter avec des mots simples toute la complexité d'un sujet de thèse. C'est toute la beauté et c'est toute la difficulté de ma thèse en 180 secondes. Ce défi n'est pas simplement un exercice de synthèse, c'est un acte de transmission, car la science ne vit pleinement que lorsqu'elle est partagée. Elle ne prend sens lorsqu'elle est uniquement capable de sortir des laboratoires et d'aller rencontrer la société à l'endroit de tous les publics. Ce soir, chers candidats, chères candidates, vous allez faire bien plus que présenter vos travaux. Vous allez raconter des histoires, susciter des émotions et peut-être faire naître des vocations. Et c'est bien là l'enjeu, éveiller la curiosité. Alors, je voudrais évidemment remercier les collègues qui œuvrent dans l'ombre, celles qu'on ne voit pas et sans qui cette soirée ne serait pas possible. Leur engagement témoigne d'une conviction forte. La science appartient à toutes et tous. Chère Lydie, cher service sciences et société, merci. À vous, candidates et candidats, chers Cédala, Léopold, Zara Anna, Jeanne, Victor, Adèle, Maure, Julie, Axel, Simon, prenez du plaisir, amusez-vous avec vos mots, avec vos idées, avec votre passion. Laissez-nous entrer dans vos univers, surprenez-nous et faites-nous réfléchir. Place à la science, place au talent, place aux artistes, vous allez le voir, et que ces 180 secondes deviennent, pour chacune et chacun d'entre vous, un moment inoubliable. Il avait besoin de temps supplémentaire. Merci beaucoup, Bravo. Madame Laval. Je t'ai laissé 20 secondes. Elle est sympa, elle lui a laissé 20 secondes d'avance. Est-ce qu'elle sait qu'il fait plus long normalement? Mais c'est faux, puisque à la lycéenne, l'autre jour, vous aviez été parfait, Monsieur Couder. Donc c'est votre tour. Majdi Couder, directeur de l'Isamen Smart. Bonsoir à tous, Madame la Présidente. Merci pour les 20 secondes. Moi, c'est toujours un vrai plaisir d'être dans ma thèse à 180 secondes, parce que vous allez voir que c'est un moment très sympa, malgré qu'on ait un stress mis par nos animateurs préférés, mais bon, voilà, on fait avec. Alors, tout d'abord, un grand merci aux candidats, avec beaucoup d'encouragement, parce qu'aujourd'hui, ils vont manifester et concrétiser la rencontre entre la science, la passion, et puis l'art de la communication. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect communication, c'est pour eux un changement de paradigme, parce qu'on leur demande de s'exprimer en 180 secondes, et pourtant, dans leur quotidien, ils sont inscrits dans un temps long, parce que la recherche, c'est un temps long. Et aujourd'hui, on leur demande une vraie bascule en quelques secondes, et en plus, on leur demande de vulgariser, de faire du marketing de leur sujet, et puis de la séduction du public. Et tout ça, je voudrais pour ça leur dire vraiment bravo, parce que ce n'est pas un exercice simple. Voilà. Je me permets d'utiliser la notion de temps, parce que on est dans une période où tout semble vide. Moi, tout semble aller vite, et mes filles m'ont appris à scroller. Alors scroller, c'est regarder des messages qui ont 15 secondes. Donc voilà, j'ai appris ça aussi. Et puis, alors qu'il faut garder toujours en tête qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. Développer une expertise sur un sujet, ça prend du temps.
construire un réseau d'amis, ça prend du temps. Fonder une famille, je leur dis, ils sont jeunes, ça prend aussi du temps. Donc voilà, pas oublier ça parce que c'est un élément important. Je vois le chrono qui tourne, donc je vais aller vite. Mais je crois que c'est important parce que cette soirée, parce que c'est aussi pour nous, alors vous l'avez fait pour les lycéens, mais pour nous c'est aussi une bouffée d'oxygène, parce qu'on est dans un monde qui est assez anxiogène, on entend parler de beaucoup de choses pas terribles. Et puis ce soir, c'est toujours important, au lieu de parler de défense, de guerre et autre chose, d'avoir des gens qui œuvrent pour le progrès de la société au travers de leurs recherches. Et pour ça, vraiment merci, c'est vraiment un moment important. Et puis, Virginie l'a rappelé, la science n'a de sens que si elle est partagée, et ce soir, c'en est la manifestation, et puis il faut qu'elle soit comprise et appropriée par tous. Donc je ne doute pas qu'à la fin de la soirée, vous allez tous maîtriser les sujets qui vont vous présenter. Et puis juste pour finir, et puis parce qu'on dit toujours 180 secondes, avec Virginie, nous on est là, les candidats sont là, vous rigolez, vous avez le sourire en disant bon, c'est bien pour eux. Ben, entraînez-vous après la soirée avec vos proches et vos amis à décrire cette soirée en 180 secondes et vous verrez que ce n'est pas un exercice si simple que ça. Et puis si vous y réussissez, mettez la barre un peu plus haut et passez en mode scroll et puis présentez-la en 15 secondes. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci Majdi Couder et Virginie Laval, vous pouvez regagner vos places. Merci pour vos mots inspirants. Et donc, bien évidemment, qui dit concours, dit jury. Et oui. Et le Ce jury soir, est présent ce soir. Exactement. Ce jury-là va avoir une mission, remettre 3 prix. Et donc, on va tout de suite vous présenter les membres du jury. Je vais vous inviter à venir nous rejoindre sur scène. Madame Wina Bidot. Mandataire du conseil d'administration de la Maïf de Poitiers. Monsieur Hervé Pagnouko. Responsable des relations avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur à la MGEN Nouvelle-Aquitaine. Madame Valérie Delomé. Directrice adjointe région Touraine à la Banque Populaire Val-de-France. Madame Nathalie Leroux. Chargée de territoire et responsable RSE à la direction Action Régionale Nouvelle-Aquitaine d'EDF. Et Madame Céline Guittard. Déléguée à la CASDEN. Alors, eh bien, je vais vous poser la question à vous, Madame Guittard, parce que vous êtes la dernière arrivée dans ce jury. Donc, ce n'était pas prévu, mais ça comment vous vous sentez d'avoir à juger, ou en tout cas à analyser les prestations de ce soir? Est-ce que ça vous inquiète? Combien de temps pour répondre? 20 secondes suffiront. Je découvre le concours. Je suis contente d'être parmi vous ce soir. Ça m'inquiète pas vraiment, finalement. Je vais y arriver. J'ai été bien briefée aussi. Ouais. Je pense que... on va y arriver. Enfin, j'ai peur que ça aille trop vite, en fait. Non, oui, alors la soirée va passer vite parce qu'on va passer un très bon moment. Et grâce à vous, il y aura des gens très heureux à la fin de la soirée. On vous remercie. À tout à l'heure pour la délibération et le résultat. Merci beaucoup, messieurs, dames. Et donc, à l'issue des 10 prestations, nos membres du jury auront 30 minutes et pas plus pour délibérer et décider des 3 prix que nous remettrons par la suite. Et c'est le moment où vous, cher public, vous prendrez le temps d'aller mettre votre jeton dans les urnes pour désigner ensemble le prix du public. Alors, rappelons que ces 3 doctorants et doctorantes qui seront sélectionnés pourront accéder donc à la finale régionale qui aura lieu le 23 avril prochain à l'université de Limoges, avec notamment les universités suivantes, celles de La Rochelle, de Pau, Pays de la Dour, Bordeaux, Bordeaux-Montaigne et bien sûr Limoges. Et si encore cela pourrait amener une finale nationale, donc je vous invite à suivre tout le concours sur les réseaux. Vous pourrez justement découvrir les autres candidats et la suite qui peut monter beaucoup plus haut. Comme vous l'avez constaté, la soirée sera entièrement filmée, donc les prestations de chaque candidat seront diffusées ensuite sur le site de l'université. Donc vous pourrez vous aussi diffuser les prestations de nos candidats et candidates auprès des gens à qui vous avez envie de faire découvrir le bon moment que vous allez passer ce soir. On va vous laisser en compagnie de notre hôtesse pour quelques consignes de sécurité. Mesdames et messieurs, chers passagers et passagères de la connaissance, ici votre hôtesse Thérèse de la Joie. Le décollage pour ma thèse en 180 secondes est imminent. Je vais vous rappeler quelques consignes de sécurité.
Merci de placer vos téléphones portables en mode silencieux. Vous pouvez bien sûr prendre des photos pendant le vol, mais sans flash, pour ne pas perturber nos courageux doctorants en pleine attitude intellectuelle. Pendant le vol, vous pourriez ressentir quelques turbulences, surprise, éclat de rire, émerveillement. C'est parfaitement normal. Profitez. En cas de crash, les issues de secours sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière de la salle. Des balises lumineuses au sol vous guideront vers la sortie la plus proche. Je vous remercie de votre attention. Attachez vos curiosités, ouvrez grand vos oreilles et nous vous souhaitons un excellent voyage au cœur de la recherche. Le cœur fébrile, mais l'esprit assuré. Merci d'encourager, avant le concours, nos doctorants et doctorantes de ce soir. Un enfant qui écoute beaucoup et qui parle peu. Posé, presque en retrait. Quand on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, il répondait toujours sans hésiter « Docteur !» Ouais, rien d'étonnant pour cet enfant très sérieux. Et aujourd'hui, eh bien, le voilà, docteur. Enfin, bientôt. Bon, docteur sans patience, certes, mais docteur tout de même. Alors, dans sa famille, il était le conseiller de l'ombre, celui à qui on demande « Dis-nous, toi qui sais tout !» Discret, sérieux et constant, un parcours à son image, pas de bruit, mais beaucoup de détermination. Et aujourd'hui, il prend la parole avec l'intention, cette fois-ci, de faire du bruit. Mor Thiam de l'Institut de droit public, avec une thèse intitulée « La dette des collectivités territoriales à l'épreuve de la dette publique ». Alors Mor, en tant que juriste, vous êtes habitué à l'oralité, j'imagine ? Effectivement. Ouais. Alors qu'est-ce qui a été différent dans la préparation pour ce concours ? C'est très différent parce qu'il faut s'habituer à un public qui est très divers, qui n'est pas juriste et qui doit comprendre ce que vous essayez d'expliquer. Donc ça a été très différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire entre juristes. Mais vous êtes prêts ? Effectivement. Eh bien, lorsque j'aurai disparu de cette scène, vous donnerez le signal et ce sera parti pour vos 180 secondes. Imaginons un instant, vous êtes maire. Vous avez de grands projets pour votre ville. Une piscine olympique, un skatepark d'Eniakri, et pourquoi pas, une statue de vous-même à la place de la ville, en toute humilité bien sûr. Par la loi de 1982, la France vous a fait une promesse. Elle vous a dit, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Vous êtes autonome. C'est la décentralisation, la liberté, l'émancipation. Vous avez donc vos propres budgets. Vous empruntez de l'argent auprès des banques de votre choix pour investir. Le bâton sèche et vous êtes fiers de votre ville. Et vous vous dites, si ça se passe mal, ce sera mes administrés qui paieront. Mais que se passera-t-il lorsque les caisses seront vides ? Parce que voyez-vous, une collectivité, ce n'est pas une entreprise. Une collectivité ne fait pas faillite. Si vous faisiez faillite, vous allez éteindre les réverbères ? Vous allez demander aux enfants de ramener leur propre balançoire au parc ? Encore mieux, vous allez fermer les hôpitaux parce que vous avez trop investi dans les centres de thalasso pour hamsters ? Bien évidemment que non. Pour comprendre ce qui se passe lorsqu'une collectivité ne peut plus payer ses dettes, j'ai dû jouer les Sherlock Holmes de la paperasse. J'ai étudié la dette publique dans toutes ses dimensions, juridiques, politiques, économiques, sociologiques. J'ai lu des années de lois de finances et de comptes publics pour voir comment l'État aide les collectivités à rembourser leurs dettes. Je me suis penché sur le cas d'Angoulême en 1990. Devinez quoi qui est venu avec la bouée de sauvetage ? L'État. Grâce au budget, j'ai pu débusquer les transferts de recettes exceptionnels vers les caisses d'Angoulême. Je me suis enfin entretenu avec des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Et ils vous l'avouent à demi-mot. L'autonomie, c'est une belle idée pour les discours. Mais en vrai, on est tous dans le même bateau. Grâce à ma thèse, je peux enfin prouver que la dette publique, ce n'est pas que la dette de l'État.
La dette publique, c'est également la dette des collectivités territoriales. Lorsqu'une collectivité s'endette, elle n'engage pas seulement son propre avenir, elle engage aussi celui de l'État et des concitoyens. L'État est le garant ultime de la continuité du service public. Voilà pourquoi l'autonomie financière locale est une illusion. La commune, le département, la région ne sont pas des organes distincts de l'État. Les collectivités sont l'État et la dette publique est là pour le rappeler. On peut multiplier les budgets, mais la responsabilité, elle reste indivisible. Alors, mes chères mères imaginaires, derrière les chiffres, la dette publique raconte aussi une histoire politique, celle d'une république qui, quoi qu'on en dise, reste une et indivisible, et surtout, terriblement solidaire de vos folies de grandeur. Mesdames, Messieurs, Mortiam! Profite, c'est pour toi! Mortiam, mesdames, messieurs! Pour elle, l'internat au lycée n'a aucun secret. Elle y circule comme chez elle. Elle connaît les règles et surtout comment les contourner pour dicter sa petite loi. Mais pour tracer sa voie, il lui faudra quitter son sud pour découvrir le reste du monde. Elle traverse la vie avec panache, souvent dans des galères incroyables, avec une certaine maladresse créative. Oui, par exemple, se tromper de main en nourrissant les canards et en jetant son téléphone à la place du pain. C'est véridique. Et oui, Zara, c'est une énergie débordante, dotée d'une précieuse curiosité et pour sa grand-mère, un véritable rayon de soleil. Zara Anna Mathieu du Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage avec une thèse intitulée « Flexibilité psychologique et compétences psychosociales en contexte académique ». Alors, est-ce que Zara, ce concours, qui est une première pour toi, est-ce qu'à un moment donné, tu as perdu tes repères ou comment tu t'en es sortie ? Un petit peu, parce qu'on n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice, mais on a été bien accompagnés, donc ça devrait le faire. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Au top, c'est parti pour tes 180 secondes. « 22h43. Le devoir est à rendre pour demain. Le café est froid. Le stress monte. Le cerveau crie. Tu n'y arriveras pas, tu es en retard. Fais autre chose pour souffler. » Comme un GPS qui, au moindre obstacle, répéterait en boucle « faites demi-tour » sans jamais proposer d'alternative. Chez beaucoup d'étudiants, le cerveau fonctionne exactement comme cela face au stress ou encore à l'échec. Ma thèse cherche à comprendre comment aider les étudiants à reprogrammer ce GPS intérieur pour qu'ils avancent malgré les obstacles. Car plus il est efficace, et plus les étudiants réussissent leurs études, et ce, en toute sérénité. Alors, pour répondre à cette question, j'ai suivi plus de 1000 étudiants pendant 2 ans, et je continue à le faire. À l'aide de questionnaires, j'interroge leurs habitudes de travail, leur engagement, leur procrastination, leur rapport au temps, ce qu'ils pensent de leurs propres compétences et surtout, leur flexibilité psychologique. La flexibilité psychologique, c'est la capacité à changer d'itinéraire sans jamais abandonner la destination finale. C'est une compétence qui permet de poursuivre un objectif comme obtenir son diplôme, tout en restant fidèle à ses valeurs, ancré dans le moment présent et en s'engageant dans des actions qui ont du sens. À la fin de l'année universitaire, j'ai récupéré les résultats de mes étudiants. Je les ai ensuite croisés aux résultats des questionnaires. Grâce à des statistiques, j'ai créé un modèle prédicteur de la réussite académique. Et devinez qui prédit le mieux la réussite ? La flexibilité psychologique, notre fameux GPS intérieur. Alors évidemment, vous me direz que si pour réussir à l'université et s'y sentir bien, il suffisait d'augmenter la flexibilité psychologique, tout serait beaucoup plus simple, non ?
Je me suis posé la même question. Mais concrètement, comment on fait? Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis psychologue. Alors forcément, la santé mentale, ça m'intéresse. Et puis quand on est étudiant, les études, c'est pas qu'une question de cerveau, c'est aussi une question d'émotion. Alors je leur ai proposé des ateliers de gestion du stress avec de la méditation de pleine conscience. On a aussi travaillé autour des valeurs pour redonner du sens, de l'engagement et aussi un peu de confiance en soi. Je leur ai ensuite fait repasser les tests et devinez quoi? Leur bien-être s'est amélioré. Leur niveau de stress, d'anxiété et de dépression ont diminué et même mieux, leur GPS intérieur est devenu beaucoup plus efficace. En aidant les étudiants à rendre leur GPS intérieur plus performant, j'ai compris quelque chose d'important. À l'université, les obstacles sont inévitables. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de jamais en rencontrer, mais c'est d'avoir un GPS capable de proposer un tout autre itinéraire. Parce qu'on dit souvent aux étudiants d'être organisés, motivés, disciplinés, mais personne ne leur apprend à être flexible. Et pourtant, sur le chemin de la réussite universitaire, ce n'est pas la puissance du moteur qui compte, mais la capacité à s'adapter dans les virages. Zahra Anna Mathieu. Ah ouais, carrément des pancartes. Il y a écrit quoi? Best Zahra. Ce sont des patients à toi? Non. Ah, bon, ça me rassure. Parce que, en tout cas, si ce n'est pas des patients, ils ont peut-être besoin de consulter certains. En tout cas, merci beaucoup, Zahra Anna Mathieu. Place au prochain candidat. Dans son joli bled un peu paumé, enfant, c'est courant de le voir arriver à l'école en pyjama avec aucun cartable sous le bras. À 5 ans, il est juste un peu distrait, souvent la tête à côté, parfois même un peu bousculé. À 10 ans, il est pressé de faire des dictées car pour lui, c'est un 20 sur 20 assuré. À 15 ans, il veut devenir vétérinaire, mais la bio, c'était vraiment pas son univers. Mais la science a réussi à le retenir. Jamais l'intello geek n'aurait parié sur un bac plus 8. Aujourd'hui, il ne veut pas que le temps s'arrête. Le voilà en doctorat. Toujours le même style. Il avance tranquille, pas à pas. Parce qu'au fond, faut qu'on l'admette. C'est pas l'arrivée qui compte, c'est la quête. Simon Cadet de l'Institut P', avec une thèse intitulée « Études expérimentales et numériques d'ondes incidentes à travers un faisceau de structures cylindriques flexibles ». C'est long à dire, hein, votre truc, Simon. Hein. Ouais. Mais du coup, j'imagine que pour se prêter à cet exercice, il faut être flexible comme vos tubes. Ah, ça, c'est sûr. C'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Alors, il faut être prêt à tout. Il faut s'adapter si jamais il y a un problème. Mais vous inquiétez pas, normalement, je connais mon texte. Merci de nous prévenir. Eh bien, mesdames, messieurs, Simon Cadet, au top, Simon, c'est à vous. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un tas de sable. Il mène la belle vie à la plage, les pieds dans l'eau. Bref, que demander de plus? Mais un jour, une vague gigantesque, à son échelle, provenant d'un bateau, vient le frapper de plein fouet. Ces grains qui le composent se font emporter. On appelle cela l'érosion. En même temps, comment blâmer ces bateaux? Il y a bien un moment où ils doivent se rapprocher des côtes, notamment pour s'amarrer. Et encore plus en rivière et fleuve, où ils n'ont juste pas le choix que de se rapprocher des berges. Il nous faut trouver une solution à ce problème. En effet, des solutions, il y en a des bonnes, comme des mauvaises. Laissez-moi y réfléchir. On pourrait par exemple bétonner les berges. Ouais, on est d'accord, ça semble pas ouf. Et c'est même une des pires solutions qui a pourtant longtemps été employée. Il nous faut trouver autre chose. Et ça tombe bien, j'ai une idée. J'ai entendu parler des mangroves et de leurs palétuviers, qui, à l'aide de leurs racines solidement ancrées dans le sol, sont capables de protéger les côtes des vagues. Je vais prendre leurs racines, les simplifier par de simples tubes cylindriques, et je vais y ajouter mon ingrédient secret, la flexibilité, qui va leur permettre de se mettre en mouvement.
Une fois ceux-ci fléchis sous l'effet des vagues, ils vont vouloir revenir à leur position initiale, venant eux aussi générer des vagues. Et c'est là toute la magie de ma solution. Car mes tubes auront transformé des vagues gigantesques avec une énergie trop importante en de plus petites vagues incapables de venir provoquer de l'érosion. Mais pour que cette solution soit encore plus efficace, il me faut maximiser leur capacité d'absorption. Et j'ai quelques pistes de comment arriver à cela. Je vais chercher à jouer sur la disposition de mes tubes relativement à leurs voisins. Et je vais mesurer la proportion de vagues traversant ma canopée. Mais je vais aussi m'inspirer de quelque chose de très intéressant, que vous-même vous êtes capable de faire. En effet, certaines personnes arrivent en jouant sur la fréquence de leur voix à briser des verres. Eh bien, ils utilisent une propriété mécanique que j'appelle la fréquence propre du matériau, permettant à la structure d'entrer en résonance avec le son. Et c'est là que ça devient très intéressant, car le son est une onde, mais mes vagues, elles aussi, à la différence que le d'être dans l'air, elles sont dans l'eau. Alors, en trouvant un matériau avec une fréquence propre adaptée, je devrais être capable de faire entrer en résonance mes tubes avec les vagues, afin de maximiser leur capacité d'absorption. Ainsi, en étudiant ces systèmes en laboratoire, j'espère montrer que ce paramètre de flexibilité apporte effectivement quelque chose, afin que notre cher tas de sable puisse se la couler douce à la plage, sans que l'activité humaine ne vienne le déranger. Simon Cadet, mesdames, messieurs! Ah, lui aussi, il a des pancartes. Ça ondule là-bas, Simon. Profite, c'est ton moment. Ça s'est bien passé? Voilà, remercie-les, hein. Ils sont venus pour toi. Merci. Ouais. Bien, merci beaucoup, Simon Cadet. Il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, vivait une collégienne, geek, entourée d'amis fidèles, une petite alliance de rebelles, toujours prête à se déguiser pour célébrer le dernier jour de classe. Très tôt, elle annonçait déjà avec sérieux « Moi, je ferai une thèse ». Une idée aujourd'hui devenue réalité. Au repas de famille, préparez-vous. Elle est capable de parler de politique française et de République galactique dans la même conversation avec une logique implacable. Une personnalité passionnée et fidèle à ses convictions, nul doute que la force l'accompagne. Adèle Serriot du Centre d'études de coopération juridique interdisciplinaire. Avec une thèse intitulée « La succession numérique, une approche transatlantique ». Alors, Adèle, j'espère que la force est avec toi ce soir. Absolument, maître Yoda, elle est bien là. Eh bien, que le public encourage toi-tu. Je ne sais pas comment il fait Yoda, débrouille-toi avec ça. Donc, tu donnes le lancement et c'est parti. Il était une fois, ou plutôt, il était une fin, la mort, inexorable, inéluctable. Mais attendez, ne partez pas, rassurez-vous tout de suite. Si je vous parle de mort, c'est pour vous parler d'avenir. Je me suis toujours demandé ce qu'il resterait de moi, ce qu'il resterait de nous après notre décès. Et puis j'ai étudié le droit, et j'ai été rassurée d'apprendre que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transmet. Nous constituons en héritage, en argent et en nature, que nous transmettons par la suite à nos héritiers, c'est-à-dire à nos enfants et à notre conjoint. Et si, à la place de vos vinyles préférés, vous transmettiez votre playlist Spotify, à la place de vos lettres d'amour endiablées, vos SMS, à la place de votre album photo de famille, votre compte Instagram. Et oui, aujourd'hui, la grande partie de notre patrimoine est devenue comme invisible, immatérielle. Demain, nos héritiers pourront ouvrir la porte de notre appartement, mais pas celle de nos comptes en ligne. Mon travail de thèse, il consiste à étudier comment les plateformes vont façonner notre identité en ligne, et puis par la suite, comment ces mêmes plateformes vont s'approprier notre patrimoine numérique et en barrer l'accès à travers des conditions générales d'utilisation
CGU, pour les intimes. Bon, bah alors les CGU, c'est un petit pavé qui apparaît comme ça. Et puis, on l'accepte sans jamais le lire. Eh bien moi, pour vous, je les ai lus. Et la découverte que j'ai faite, elle est surprenante. Il ne s'agit plus de savoir qui hérite de quoi, mais plutôt qui a accès à quoi. Et sans mot de passe, sans session de compte, comment transmettre nos souvenirs numériques? Pour comparer mes recherches, je suis allée au Canada. Là-bas, au moment du décès, les biens sont placés dans une espèce de coffre de famille, géré par une personne de confiance. Résultat, les biens circulent et se distribuent en douceur, avec évidemment les stipulations prévues par avance. Bon, alors en France, on n'a pas de coffre. Cependant, on a consacré un principe important, c'est l'autodétermination informationnelle. C'est le droit de décider du sort de nos données quand on est en vie et pour après la mort. L'objectif de ma thèse est de faire en sorte que tous ces outils-là ne soient pas seulement que théoriques, mais qu'ils puissent véritablement garantir deux choses. À la fois le droit des héritiers, mais aussi et surtout la dignité des personnes décédées, le secret des correspondances et la vie privée. Et peut-être que grâce à ces outils, nous pourrions conclure notre histoire par « Ils vécurent connectés, moururent déconnectés, et leurs enfants purent accéder à leurs souvenirs en toute tranquillité. » Adèle Serriot! Merci Adèle. On te retrouve tout à l'heure. J'en profite pour vous dire que c'est les candidats eux-mêmes qui ont choisi leur musique d'entrée. Il y a des trajectoires qui sont loin d'être tracées et la vie de Victor ne se raconte pas en ligne droite. Un enfant électrique, un ado plutôt maladroit, un élève discret, un bac au rattrapage, un master qui ne promettait rien et une thèse. Le tout avec la même volonté, faire de son mieux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Victor est calme, celui qu'on appelle quand il faut apaiser les choses. Alors il avance, se cherche et recherche. Et tombe parfois, mais toujours se relève. Moralité, si on finit par arriver quelque part, c'est surtout parce qu'on continue à faire ce que l'on aime. Victor Pété de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers avec une thèse intitulée « La volatolomique induite, un nouveau paradigme pour l'exploration fonctionnelle du micro-environnement des cancers de mauvais pronostic ». Alors Victor, une question simple. Comment vous le sentez le concours ? Il y a eu beaucoup de préparation en amont, donc on va faire de son mieux et puis on va réussir à le faire dans les temps. Eh bien écoutez, bonne chance Victor. Si je vous dis, pensez à un chien. Vous imaginez sûrement un beau chien qui renifle des choses, et notamment vous renifle. Car oui, pour eux, c'est un moyen de se repérer dans l'environnement, mais pas que. Certains sont même capables de sentir des maladies, comme le diabète par exemple. Mais pourquoi sont-ils capables de sentir cela ? Parce que notre corps émet une odeur imperceptible à notre nez d'humain. C'est comme un parfum que nous ne sentons pas, mais qui change quand quelque chose ne va pas. Cette capacité que possèdent les chiens a déjà été mise à contribution lors des tests pour essayer de détecter le cancer et suivre son évolution. Le problème, c'est que les chiens se fatiguent, se trompent et peuvent sentir une odeur de cancer chez quelqu'un qui n'en aurait pas. Et surtout, entraîner un chien prend énormément de temps. Alors imaginez faire cela pour tout le monde, ce n'est pas envisageable. Alors moi, dans ma thèse, je me suis posé une question simple. Comment se passer des chiens ? Est-ce que je ne pourrais pas créer quelque chose qui donne une odeur au cancer ? Ainsi, mon objectif est de tester des parfums qui vont servir à détecter et suivre l'évolution du cancer. Ces parfums auront une odeur très connue, celle de l'alcool, mais une version modifiée pour être reconnue uniquement lorsque le cancer est présent. Concrètement, j'ai demandé à mes amis chimistes de synthétiser de petites sondes microscopiques composées chacune d'un alcool
et de sucre. Pourquoi le sucre, me direz-vous? Tout simplement parce que les cellules cancéreuses en raffolent. Lorsqu'elles vont couper le sucre avec leur ciseau chimique, cela va libérer les alcools. J'ai déjà pu tester ma méthode sur des échantillons sanguins issus de patients, des cellules en culture ou encore chez la souris. Pour faire simple, je prends un échantillon sanguin que je vais mettre au contact des parfums et après un temps d'incubation, je vais capturer les alcools. Si je ne capture rien, il n'y aura pas d'odeur et donc pas de cancer de présent. Alors que si je capture des alcools, il y aura une odeur et donc sûrement présence d'un cancer. Mais ma méthode ne servirait pas seulement à détecter le cancer. Elle pourrait également permettre de suivre le traitement. Si l'odeur diminue, c'est que le traitement fonctionne. Alors que si l'odeur persiste, c'est que le cancer résiste au traitement. Mais surtout, il serait possible d'avoir un parfum pour chaque cancer. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de changer les sucres et le tour est joué. Cancer du sein, du cerveau, de la prostate, chacun avec sa signature olfactive. Ainsi, pour résumer, ma thèse, c'est d'essayer de faire parler le cancer, non pas avec des mots, mais avec une odeur. Parce que parfois, pour comprendre notre corps, il suffit peut-être d'avoir le nez fin. Victor Pété, messieurs, dames. Bravo Victor, merci beaucoup pour cette présentation. À l'école, il était sérieux, appliqué, presque invisible, toujours un livre à la main. Pendant que les autres s'agitaient, lui lisait, analysait et soulignait des phrases comme si sa vie en dépendait. En classe, tout allait très bien, sauf en mathématiques et en physique. Alors là, c'est simple, il devenait un fantôme académique. Il obtient même la note de 1 sur 20 au bac blanc de mathématiques. Un score qui ne relève plus vraiment de l'erreur, mais presque d'un concept artistique. Alors comment peut-on écrire des pages entières d'analyse et disparaître complètement devant une équation? Mystère. Et pourtant, aujourd'hui, le voilà doctorant. Comme quoi, lire, réfléchir et analyser des textes peut devenir un métier tout à fait rationnel. Il peut même passer une journée entière à déplacer un mot, une phrase, une virgule. Alors, oui, les mathématiques l'ont quitté, mais la précision, elle, est bien restée. Cédala Koné, du laboratoire Mémoire, Identité, Marginalité dans le monde occidental contemporain, avec une thèse intitulée « La génération de 1898 et le paysage espagnol, une littérature de la géographie au tournant du XXe siècle ». Alors apparemment, lire les paysages, c'est votre truc à vous, hein? Effectivement. Ça. Donc là, si je devais vous demander de me dire ce que vous ressentez à la lecture de ce paysage que vous avez devant vous. Beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Pas de stress? Non, ça va, on gère. Alors, s'il gère, voilà, je vous laisse en compagnie de celui qui préfère les virgules littéraires aux virgules de décimales. Cédala Koné. Quand un pays se perd, il marche. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand tout s'écroule autour de vous? Moi, je marche. Et l'Espagne de 1898 a fait exactement la même chose. En 1898, l'Espagne perd ses dernières colonies, Cuba, Puerto Rico, Philippines et Guam. L'Espagne tombe face aux États-Unis, un empire disparaît et une question brûle. Qui sommes-nous maintenant? Alors, la génération des 98 se lève, des médecins, des écrivains, des philosophes, des politiciens. Ils partent à la campagne. Ils marchent, pas vers la guerre, pas vers l'exil, mais vers la terre. Oui, celle de la Castille. Sèche, ces plaines immenses, ces villages oubliés et ces collines qui ressemblent à des épaules fatiguées. Et là, ils écrivent des romans, des essais,
des poèmes, des correspondances personnelles et des articles de presse. C'est à partir de ces tests que commence ma recherche et ma thèse pose une question simple mais radicale. Quand un pays doute, le paysage peut-il penser à sa place? Concrètement, que fais-je? Je lis les tests, je répète chaque description de paysage, j'analyse les mots et les métaphores employées et je les compare aux cartes, aux archives et aux discours politiques contemporains. Mon objectif est clair. Comprendre comment la géographie devient un langage littéraire. Comprendre comment la Terre devient une pensée littéraire en croisant histoire, philosophie, littérature, géographie et politique. Et la réponse est là. Chez la génération des 98, le paysage n'est jamais neutre. Il parle, il accuse, il espère. Il devient la radiographie sensible d'un pays en crise. La sécheresse parle du déclin. La solitude des villages parle de l'abandon. Et la rudesse de la terre parle d'un pays qui souffre, mais qui respire encore. Et moi, en travaillant sur eux, j'ai compris quelque chose que j'aimerais vous partager. Nous avons tous un paysage intérieur. Un endroit qui nous fait transcender et qui nous remet en question. Un endroit où l'on retourne quand tout s'écroule. Eux, c'était la Castille. Vous, c'est peut-être une plage, une rue, un édifice, un fleuve, un souvenir ou même un silence. Et parfois, il suffit d'un regard, d'un pas, d'un souffle et d'un sourire pour que tout renaisse, pour qu'un pays ou une vie recommence à marcher. Et oui, c'est ça l'histoire de la génération de 98. Celle d'un paysage qui devient un miroir vivant, où l'Espagne, en marchant, tente enfin de se redéfinir et de se reconstruire. Cédala Koné. Merci beaucoup, Cédala. Paris tenu. Ouais, il est content, il est content. Julie, surnommée Bubule, bulldozer, tête à claque. Elle est l'enfant du milieu, la place idéale pour observer, comprendre et apprendre vite. Vite comme à l'école. École qu'elle adorait, au point de finir les exercices avant tout le monde, sauf que les professeurs pensaient qu'elle les avait bâclés. Bâclés jamais. Elle est rapide, efficace, elle veut juste être la première. Et première, c'est un chemin qui va lui permettre d'aller loin. Et loin, comme jusqu'au doctorat. Et doctorat qui lui réserve des surprises. Participez ce soir à ma thèse en 180 secondes. Julie Tisserand, du laboratoire Progression et dissémination cérébrale des cellules tumorales, avec une thèse intitulée « Rôle du gène KMT2C dans la formation des métastases cérébrales des cancers colorectaux ». Alors, Bubule, c'est ça, hein? Exactement. Ouais. Est-ce qu'il faut être dans sa bulle pour faire cet exercice? C'est ce qu'avait dit James, mais bon, elle a souvent été imitée, mais jamais égalée. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse kiffer la vibe avec votre public, Bubule. Bonjour, monsieur. J'ai les résultats de l'imagerie du cerveau que vous avez passé la semaine dernière. Elle est normale, tout va bien. Il n'y a pas de métastase cérébrale. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous opérer de votre cancer colorectal. Mais malheureusement, tous mes patients n'ont pas cette chance. Moi, c'est Julie, je suis un médecin gériatre et je me suis spécialisée dans la prise en charge des patients âgés qui ont un cancer. Et en parallèle de mon travail de médecin, je fais de la recherche. Je travaille sur le cancer colorectal et plus particulièrement sur les métastases cérébrales de cancer colorectal. Car une fois que les cellules cancéreuses sont montées jusqu'au cerveau, le cancer devient beaucoup plus compliqué à traiter. Alors je me suis posé une question très simple. Qu'est-ce qui permet à certaines cellules de monter jusqu'au cerveau? Il faut savoir que toutes les cellules cancéreuses ne se valent pas. Il existe une famille particulière que l'on nomme les cellules souches cancéreuses. C'est une famille qui a une particularité qui nous intéresse, c'est qu'elles vont plus souvent migrer que les autres.
Et au sein de cette famille, je me suis intéressée à un gène, le gène KMT2C. C'est un gène régulateur de l'ADN. Quand une cellule se divise, il peut y avoir des erreurs dans la copie. Ce gène va reconnaître cette erreur et envoyer un signal pour que la cellule soit éliminée. C'est un petit peu comme un videur de boîte de nuit. Toi, c'est bon, tu peux passer. Toi, c'est ciao. Mais quand ce gène est muté, il ne joue plus ce rôle de gardien de la cellule et il laisse un peu passer n'importe qui. Et là, n'importe qui, ce ne fut pas toi, ce fut les cellules cancéreuses. Notre hypothèse, c'est que quand ce gène est muté, dans les cellules souches cancéreuses, ces dernières vont plus souvent monter au cerveau pour y former des métastases. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je travaille sur des métastases cérébrales de patients qui ont été opérés et je compare les cellules qui ont des mutations de ce gène à celles qui n'en ont pas. On regarde comment elles migrent, comment elles se divisent et comment elles résistent au traitement. Si on arrive à prouver que quand les patients ont un cancer colorectal et une mutation de ce gène, ils ont plus de métastases cérébrales que les autres, alors on pourra mettre en place une meilleure stratégie pour prévenir l'apparition de ces métastases, pour mieux les traiter, pour ainsi améliorer la survie des patients. Aujourd'hui, monsieur, j'ai pu vous dire que votre cancer n'était pas allé au cerveau. Demain, grâce à la recherche, je veux pouvoir le dire à tous mes patients. Julie Tisserand. Reste. Julie Tisserand, bravo. Merci beaucoup, Julie, pour cette magnifique prestation. Jeanne appartenait à une catégorie bien particulière, la déléguée de classe involontaire. Alors, jamais candidate, jamais volontaire, mais élue quand même. Les sociétés humaines l'intriguaient déjà. Elle a donc choisi d'en explorer d'autres, celles des civilisations anciennes. Ce qui lui permet aujourd'hui de collectionner des choses que peu de gens peuvent se vanter d'avoir. Un autographe de Jonathan Taylor, conservateur des tablettes cunéiformes du British Museum, et même son prénom, écrit en cunéiforme par le conservateur du musée de Bagdad. Oui, rien que ça. Alors comme quoi, même quand on commence délégué involontaire, on peut finir au cœur des civilisations disparues. Jeanne Maucourt, de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers et Centre de recherche et de restauration des musées de France, avec une thèse intitulée « Conservation des collections patrimoniales en terre crue, validation des traitements Théos sur des tablettes mésopotamiennes ». Rien que ça. Ouais. Du coup, déléguée involontaire, présidente de Pictascience involontaire. Rassurez-moi, le concours, l'inscription, elle est volontaire. Volontaire. J'ai fait la thèse pour faire ce concours d'ailleurs. Ah oui, c'est le seul objectif ? Désolée, Baptiste. Je sais pas qui est Baptiste, mais apparemment il y a un message caché. Eh bien écoutez, Jeanne, je vous laisse. Amusez-vous bien. Merci. « 60 Scylla royale d'orge de Idinishkour, Louguiriza l'a reçu, chant de Kamasala. » Bon, en gros, ça veut dire que Anne, elle a filé des céréales à Lucie en échange d'un champ. Sympa. Personnellement, je m'en fiche de savoir ça, mais pour les archéologues, c'est le Graal. Ce sont les premiers écrits de transactions retrouvés sur des tablettes en terre crue. Et ça, c'est l'écriture cunéiforme, la fameuse première forme d'écriture dans le monde en forme de clou. Bon, je vous refais pas un cours de 6e sur la Mésopotamie, vous connaissez déjà par cœur. Ces tablettes en terre crue sont de vrais objets d'art à conserver. Elles sont retrouvées lors de fouilles archéologiques en Irak, mais problème, leur extraction. Lorsqu'on les récupère, certaines d'entre elles se brisent. La cause ? Les sels. Et pas le sel de Guérande, hein. Enfin plutôt les sels minéraux. Ils vont contaminer la tablette lors de leur enfouissement dans les sols, et à leur sortie, le changement d'humidité va faire gonfler ces sels présents à l'intérieur, et paf ! Nos tablettes explosent. Pas de panique, il y a des solutions. Une première méthode est utilisée, la cuisson immédiate, comme de la céramique ou des cookies. Mais bon, 500 degrés thermostat neuf, c'est sympa, mais ça modifie beaucoup trop la tablette. Sa composition, sa couleur, et même certaines d'entre elles se brisent.
Alors on pense à autre chose. Et dans les musées, comme au musée du Louvre par exemple, lorsqu'on a un objet d'art en pierre qui est salé, on va le dessaler dans un bain de dessalement jusqu'à élimination complète de ses sels. Et là, vous allez me dire, bah, parfait, on fait ça avec les tablettes, il n'y a plus de sel et c'est bon, nickel. Alors oui, mais non. Les tablettes, elles sont essentiellement composées d'argile crue. Vous avez déjà mis un bloc d'argile dans l'eau? Bah oui, ça fait de la gadoue. Et je sais pas vous, mais moi j'ai la flemme de nettoyer la baignoire. Alors on garde en tête la baignoire, mais cette fois on innove vraiment. On va utiliser un composé organique, le tétraéthyl orthosilicate, qu'on va appeler le TEOS. On l'applique sur la surface de nos tablettes avant leur immersion dans les bains. Comme ça, on élimine les sels tout en évitant la gadoue. Et devinez quoi? Cette méthode, elle cartonne. Nos tablettes, elles sont sauvées. Mais alors pourquoi et comment ça fonctionne? Ça, c'est les questions que je me pose dans ma thèse. Honnêtement, le plus simple pour y répondre, ce serait de découper une tablette déjà conservée et de faire tout plein d'analyses pour comprendre. Mais ça, c'est impossible. Je vous le donne en mille, personne découpe la Joconde pour l'étudier. Alors au Louvre, on me donne des petits bouts de fragments de tablettes que je vais analyser pour recréer mes propres tablettes. Des imitations parfaites avec la même composition, qui vont subir le TEOS et le dessalement par bain. Et ensuite, c'est la fête, je les détruis et je fais tout plein d'analyses pour comprendre le TEOS. Comment il pénètre, avec qui il réagit et combien de temps nos tablettes elles sont sauvées. Parce que mon but, c'est pas seulement de jouer avec la Terre, même si c'est très sympa. Le but, c'est de standardiser une méthode de conservation durable qui permettra, on l'espère, de sauver les tablettes du monde entier. Jeanne Moncourt. Prends. Jeanne. Comme vous le pouvez constater, elle est très fière d'elle, hein, faut pas croire, hein, c'est super. Bravo Jeanne. Sur la planète collège-lycée, il appartient à une espèce assez particulière, celle des élèves calmes et observateurs, avec une petite étincelle de curiosité qui ne demande qu'à s'allumer quand le sujet l'intéresse vraiment. Alors souvent discret en classe, comme une braise qui couve, mais qui déjà, que lorsqu'un sujet capte son attention, eh bien la flamme réapparaît. Au milieu d'une famille très portée sur la littérature, il incarne l'image affectueuse du scientifique de la fratrie. Eh bien, sachez que cette différence met parfois le feu aux conversations familiales. Et s'il fallait résumer le personnage, sa grand-mère le fait très simplement. Pour elle, c'est un ange, une petite flamme tranquille qui trouve toujours de quoi briller. Axel Weiss de l'Institut P', avec une thèse intitulée « Combustion hydrogène appliquée à la propulsion aéronautique, caractérisation expérimentale et analyse des interactions flamme-paroi ». C'est ça. Alors, Axel, prêt à mettre le feu? Je suis chaud bouillant. Eh bien, écoutez, je m'en vais avant que la scène s'embrase. Allô, chérie? J'ai réservé les tickets pour Stockholm. On a juste 17 heures de train. Pourquoi on ne prend pas l'avion? Mais enfin, mon cœur, tu sais bien que ça pollue beaucoup trop. Et oui, en France, plus d'un tiers des émissions de CO2 sont dues soit à cause de l'avion, soit de la voiture. Ce CO2, il est directement émis par les moteurs à combustion qu'on retrouve dans ces mêmes véhicules. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la combustion? La combustion, c'est la rencontre d'une molécule qu'on appelle combustible et qui renferme énormément d'énergie, et d'une molécule qu'on appelle comburant et qui, elle, sait comment faire sortir cette énergie. Les deux vont se rapprocher, et là, à la moindre étincelle, ça devient très chaud entre elles, et les flammes de la passion. De leur interaction vont naître plusieurs molécules, dont le fameux CO2. Dans un moteur à combustion, on va leur récupérer cette chaleur de réaction pour faire bouger notre engin. Maintenant, avec le réchauffement climatique, on a compris qu'il est impératif de limiter les transports pour moins polluer. Et ça va passer par le report ou l'abandon de la plupart de nos projets de voyage. Mais une solution contre ça, c'est l'hydrogène. C'est un combustible qui ne possède pas d'atomes de carbone, et il est donc impossible de créer du CO2. Malheureusement, il a d'autres problèmes. Il est encore assez difficile à produire de manière totalement écologique, et il émet d'autres sortes de polluants.
Moi, dans le cadre de ma thèse, je vais chercher à rendre l'hydrogène utilisable dans le futur. Pour ça, je vais étudier l'interaction d'une flamme d'hydrogène avec la paroi d'un moteur. Voyez-vous, dans un moteur à combustion, une flamme va se propager jusqu'à une paroi, et là, elle va échanger de la chaleur avec elle. Au bout d'un moment, elle lui donne tellement de chaleur qu'elle n'en a plus assez elle-même pour continuer à brûler, et elle va donc s'éteindre sans même toucher la paroi. Et ça va poser 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il va rester une couche de combustible entre la flamme et la paroi qui n'aura pas brûlé, et dont on ne pourra pas récupérer l'énergie. Donc, on va devoir utiliser plus d'hydrogène que nécessaire pour faire bouger notre véhicule. Et ça veut donc dire polluer plus également. Le deuxième problème, c'est que l'hydrogène, c'est un combustible qui est très musclé et très sexy. Et quand il rencontre un comburant comme de l'air, ça devient vraiment très chaud entre eux. Et notre prude paroi, elle n'est pas préparée à recevoir autant de chaleur, ce qui fait que ça va potentiellement l'endommager. Moi, dans le cadre de ma thèse, je cherche à étudier ces 2 problèmes. En utilisant une réplique de chambre de combustion. Dedans, j'ai un capteur qui me permet de caractériser la température de la paroi, mais j'ai aussi une caméra qui me permet de regarder la couche de combustible qui n'a pas brûlé. J'utilise alors plusieurs mélanges d'hydrogène différents pour caractériser leur réponse à ces 2 problèmes et ainsi mieux comprendre et limiter leur apparition. Et de cette manière, j'espère rendre l'hydrogène utilisable dans le futur. Bon, il est temps d'y aller maintenant. Axel Weiss. On fait quoi? On laisse ton numéro ou comment ça se passe pour après? Hein? Ah, je veux bien. Hein. Alors bon, retourne en loge, on verra ça plus tard. Célibataire, prêt à chasser. Ok, on va s'arrêter là, Axel. Merci. Avis à bon entendeur ou entendeuse. Et c'est le moment du dernier candidat de la soirée. À l'école, il est l'élève qui se balance toujours sur sa chaise, jusqu'à tomber ou finir au coin, et même au lycée. Il déborde simplement d'énergie. On peut croire qu'il n'écoute pas parce qu'il discute avec ses camarades, mais quand le professeur demande ce qu'il vient de dire, il a toujours la réponse. Il faut dire qu'en grandissant avec 7 sœurs, il apprend très vite à suivre plusieurs conversations à la fois et à pratiquer la diplomatie. Et cette énergie ne le quitte pas au laboratoire. Parfois, elle lui joue des tours. Une aiguille remplie d'anticoagulants qui se retourne contre lui et des solutions qui finissent par terre. Aujourd'hui, il s'intéresse à des substances qui captent l'attention du cerveau. Peut-être que cette curiosité et cette énergie ont simplement trouvé leur terrain d'expérimentation. Léopold Hébert du laboratoire neurosciences expérimentales et cliniques avec une thèse intitulée « Modulation de l'activité de l'aire tegmental ventral par le cortex insulaire antérieur, étude des circuits neuronaux dans le contexte de l'addiction ». Absolument. Alors, j'ai cru comprendre, Léopold, que pendant cette préparation, tu as pris beaucoup de plaisir. Absolument. Absolument. Il répond absolument à toutes les questions, donc toujours. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que le fait d'être sur scène, sous les feux des projecteurs, finalement, c'est pas devenu une addiction un peu pour toi? Je ne sais pas si on peut parler d'addiction, mais j'avoue que je commence à y prendre goût. Eh bien, profiter de ces 3 minutes, ce seront peut-être les dernières. La blanche, la poudreuse, la cocaïne, quoi. On a tous déjà entendu parler de cette drogue. Essayée par 10% des Français, elle procure des sensations de puissance et d'euphorie, mais induit une addiction incontrôlable. Alors rassurez-vous, ma thèse ne consiste pas à consommer de la cocaïne tranquille dans mon labo. Bien au contraire. J'essaye de comprendre comment cette drogue agit sur notre cerveau pour qu'on la trouve irrésistible, même lorsqu'on essaye de s'en défaire. Et pour ça, j'étudie tout simplement ce qui se passe là-dedans. Imaginez notre cerveau comme une ville. Une très grande ville où vivent environ 86 milliards d'habitants, appelée les neurones. C'est cette ville qui fait fonctionner le corps humain. Et pour ça, elle s'organise en différents quartiers. L'apprentissage, le sommeil, la mémoire, et parmi eux se trouve un quartier en charge de nous rendre heureux. Musique, sucrerie, amour, tout y est fait pour que l'on se sente bien.
Ce quartier, c'est l'aire tegmentale ventrale. Les neurones y fabriquent la petite molécule en charge de nous rendre heureux, celle qui nous motive à faire les choses qu'on aime, j'ai nommé la dopamine. Mais dopamine, ça rime parfaitement avec cocaïne. Imaginez la première prise comme une grosse chute de neige dans le cerveau. Les neurones de l'aire tegmentale ventrale sont joyeux, c'est la fête, et la production de dopamine est à 200%. Et le soir, en s'endormant, les souvenirs de cette longue journée sont stockés dans le cortex insulaire, le quartier qui décode nos émotions. Alors le lendemain, s'il neige encore, c'est de nouveau la fête. Mais le jour où la neige fond, on en veut encore, et on donnerait tout pour y retourner. Et petit à petit, c'est l'addiction. Mais alors pourquoi on ne pense plus qu'à cette drogue alors qu'on sait pertinemment qu'elle est dangereuse pour la santé ? Eh bien pour y répondre, il faudrait écouter ce que disent les neurones directement dans le cerveau d'une personne en manque. Et ça pose quelques problèmes éthiques. Et en recherche animale, on préfère se tourner vers les modèles animaux. Alors pendant ma thèse, j'enfile ma tenue d'espionnage et je passe en mode écoute. Je place des petits micros partout dans le cerveau des rats en manque et j'y enregistre pendant des heures ce que racontent les neurones. Grâce à cette technique, j'ai découvert l'existence d'un conflit énorme entre le quartier des émotions et celui de la motivation. Lorsque la neige fond, les neurones de l'aire tegmentale ventrale reprennent une production de dopamine normale. Mais le cortex insulaire en veut plus. Et il transforme donc toutes les informations sensorielles perçues par le corps en souvenirs en lien avec la cocaïne. En voulant remotiver son voisin, il a obtenu l'extrême inverse et la production de dopamine a chuté encore plus. Conséquence, immense mal-être et la rechute. Alors, je vous l'accorde, avec ces conflits, pas facile de les réconcilier. Mais rassurez-vous, maintenant que j'ai compris l'origine de ce conflit, je travaille déjà sur un moyen de resserrer leurs liens. Avec ça, je l'espère, la production de dopamine pourrait redevenir normale et la ville retrouvera un peu de sa sérénité. Léopold Hébert! Bravo Léopold! C'est bien, bravo! Il est allé jusqu'au bout. Eh bien, voici les 10 doctorants et doctorantes. Eh bien, évidemment, vous allez pouvoir les saluer une dernière fois. Nous allons les inviter à nous rejoindre. Mortiam! Sarah Anna Mathieu. Simon Cadet. Adèle Sérieux. Victor Pété. Cédala Koné. Julie Tisserand. Jeanne Moncourt. Axel Weiss. Et Léopold Hébert. Un véritable challenge qu'ils ont relevé pour vous ce soir. Eh bien, cher public, voilà, la mission est donc de votre côté. Vous allez pouvoir voter pour votre candidat ou votre candidate et justement pouvoir remettre le prix du public. Donc maintenant, cher jury, c'est le moment d'aller vous enfermer dans cette chambre sombre pour délibérer. Vous avez 30 minutes, pas une de plus, donc soyez fins, ça va pas être simple. On applaudit le jury, on leur souhaite bon courage. Et pendant ce temps, vous allez vous voter pour le prix du public, donc munissez-vous de votre jeton. Vous avez une quinzaine de minutes pour le faire, vous pourrez aussi profiter pour aller aux toilettes, vous aérer la tête pour remettre les idées en place pour ensuite voter. Vous mettez le jeton dans l'urne du candidat que vous avez préféré. On se retrouve d'ici 20 minutes dans cette salle sous la musique de Thérèse de la Joie.
la joie. Eh bien, voilà, les dés sont jetés. Nous allons tout de suite remettre les prix. C'est le moment tant attendu de ce concours. Et juste avant cela, je vous demande d'applaudir une dernière fois tous nos doctorants qui sont impatients derrière. Pour remettre le 3e prix du jury, j'appelle à mes côtés Madame Valérie Delomé et Monsieur Hervé Pagnouko, s'il vous plaît. On va vous donner l'enveloppe. Je vous donne le micro. Alors, avant de dévoiler qui est ce 3e prix, comment ça s'est passé dans cette chambre un petit peu serrée pour décider de ce palmarès, sans nous en dire plus? Ça a été difficile. C'est moi qui l'ai pas allumé. Ça a été difficile parce qu'on a assisté à des prestations, j'ai envie de dire que tout le monde a gagné. Il fallait faire un choix. C'était un match qui était très serré. Et voilà, on a essayé d'être le plus juste possible, le plus unanime avec les 5 jurys. Et on est tombé rapidement d'accord. Très bien. Et donc? Complètement en phase, effectivement difficile, et enfin vous nous avez régalé. Donc c'est à chaque fois, chaque session c'est la même chose. Je crois que le cru 2026 était très très serré. Il faut départager les gens, donc on y va. Alors métaphore sportive, métaphore culinaire, le résultat, je vous demande de l'annoncer. Le 3e prix du jury est attribué à Simon Cadet. Simon Cadet. Bravo Simon, félicitations. Voici ton prix. On va lui prendre le micro. Alors Simon, une émotion, un ressenti, maintenant que tu es l'heureux propriétaire d'un trophée en bois. La fierté, franchement, merci beaucoup à vous, je m'y attendais pas du tout. Je suis très content, franchement, merci. Il sait pas quoi dire parce qu'il est, lui, il est content. Simon Cadet. Je vous invite à vous rapprocher pour la photo. Pour faire une petite photo. Juste là. Hop, je pense qu'on est bon. Hop, allez-y. Il faut regarder Maud là qui est juste là devant vous. Là qu'on peut les applaudir pendant ce temps parce que c'est un peu gênant. C'est ton enveloppe sur laquelle il n'y a pas de chèque dedans, mais il y a au moins ton nom. C'est déjà ça. Et tout de suite, nous passons au second prix du jury. J'invite Madame Nathalie Leroux, Madame Wina Bidot et Madame Céline Guittard à me rejoindre, s'il vous plaît. Hop. Oh, comme vous voulez. Donc j'imagine que plus on avance dans la délibération, 3e, 2e, et donc pareil, c'était intense, comme l'ont dit vos collègues. Oui, c'était intense. On a pris le temps qui vous était imparti. Et on a fait le bon choix. Bon, on a beaucoup discuté. Hein. Pour votre première, à vous, ça s'est passé comment? Ils ont été sympas, les autres jurys? Les autres jurys sont parfaits. Hein. Ouais, c'est un peu comme l'école des fans, hein. Tout le monde est gagnant. Et donc, le 2e prix du jury est attribué à... Jeanne Maucourt. Jeanne Maucourt. Alors, une question simple, c'est un peu comme aux César ou aux Oscars. Est-ce que tu t'y attendais? Pas du tout, merci beaucoup. Et alors, t'es contente? Je suis très contente. Alors, une seule question. Est-ce qu'au moins... Alors, maintenant, je suis sûr que tu vas en prendre avec ce truc-là, t'es contente. Mais est-ce que pendant ta prestation, t'as pris du plaisir, Jeanne? Je sais que c'était important pour toi. Oui, j'ai vraiment pris du plaisir. C'était trop bien. Eh bien, merci, Jeanne Maucourt. Approchez-vous pour la photo. Vous allez vous rapprocher pour la photo. Hop, vous pourrez lui donner l'envoi. Pas trop près? C'est bon? Reculez un tout petit peu. Reculez un tout petit peu, mesdames. Jeanne, tu veux bien te décrire? Ouais, oui, évidemment. Oui. Allez, parfait. Super. Et enfin,
enfin, pour remettre le premier prix du jury et notamment le prix du public, j'invite à me rejoindre Madame Virginie Laval, Voilà. excusez-moi Madame, C'est la fin de soirée, désolé et pour Monsieur Virginie Laval. Majdi Couder. Alors, vous n'étiez pas dans les membres du jury, mais vous êtes sûrement fait un avis. Mettez-vous là. Voilà, super. Ça fait plusieurs années que vous venez voir ma thèse en 180 secondes. Un avis sur cette année 2026 ? Chacun son tour. Vous n'avez pas 3 minutes, par contre, Majdi. Vous avez un problème avec le temps, vous, hein, c'est Bon. D'abord, une pensée solidaire pour les membres du jury, parce que vous deviez être vraiment dans la panade vu la qualité des candidats. Donc, je pense à vous. Et puis, je pense que, Virginie, tu partages une vraie pensée pour tous les organisateurs, parce que vous avez fait vraiment un très beau boulot pour qu'on soit ce soir ici et prendre autant de plaisir. Donc, merci à tous. Et puis maintenant, pour nos candidats, moi, ce que j'ai retenu, hein, c'est d'abord c'était pluridisciplinaire, ça c'était bien. Voilà. Il y avait de la diversité aussi, de la passion et du plaisir. Et puis surtout, moi je trouvais un lien évident et surtout rassurant entre la science et notre quotidien et notre avenir. Donc merci à eux et vraiment on a passé une très belle soirée. Et puis je vais te dire je voulais remercier ma collègue Virginie Laval, toute cette organisation de l'université. Bravo, parce que... Non, mais je sais que tu as tes copines, mais... Non. Et donc vous, Virginie, ce cru 2026 ? Alors, moi j'ai passé une excellente soirée et je vais vous avouer quelque chose, pendant 2 heures, j'ai oublié la trajectoire budgétaire de l'université. Et donc... Alors je ne sais pas si c'est bon signe pour l'université, mais c'est bon signe pour vous. Merci beaucoup pour ces 2 heures. Merci. Et donc, le premier prix du jury est attribué à... Roulement de tambour. Vas-y. Adèle. Sérieux ? Adèle Sérieux. Bravo Adèle. Bravo Adèle. Voilà ton prix, Adèle. Alors attends, avant la photo, on va te cuisiner un peu. Tu l'as évoqué pendant tes 180 secondes. Le numérique, c'est une question aujourd'hui. Si tu devais donner un conseil aux gens dans la salle par rapport à leur utilisation, leurs données, ce serait lequel ? Se réancrer dans le réel, revenir dans le réel à tout prix et faire en sorte que des photos de famille redeviennent physiques et faire en sorte que des mots de passe ne soient pas perdus comme ça, qu'on puisse véritablement léguer quelque chose de physique dans un monde numérique. Merci. Sans nul doute que c'est pour toutes ces raisons-là que le jury a désigné Adèle. Félicitations Adèle. On va s'avancer pour la photo. Juste là, voilà, par là. Hop. La fac de droit est venue en force ce soir. Regarde là, Adèle. Il y a quelqu'un qui prend une photo accessoirement. C'est l'émotion. On l'a vu, elle a bondi. Bravo, Adèle Sérieux. Restez, ça va être le prix du public. Et enfin, pour le dernier prix, le prix du public, c'est moi qui ai l'enveloppe. Pour le prix du public, voilà, c'est là, hop. Le prix du public est attribué à... Jeanne Maucourt. Jeanne Maucourt. Venez. Hop, Majdi. Qui te donne. Voilà, 2 trophées ce soir pour Jeanne. Donc,
Ça fait les oreilles de Mickey. Monsieur Couder est taquin ce soir. Attends, Jeanne, t'en vas pas, moi j'ai une question à te poser quand même. Parce que du coup, ça fait 2. Donc là, il y a une finale régionale qui arrive. Il y a peut-être, si tu te bats bien, il y aura une finale nationale. Tu pourras faire une table basse. Bah carrément, mais j'adore, moi le bois, c'est ma passion. Tu me demande que ça. Tu les mets pas dans la flotte, hein, ceux-là. On fait attention. Ça marche. Merci pour Jeanne Maucourt. Alors j'invite les 3 lauréats à venir avec les membres du jury. On va faire une petite photo de famille des lauréats avec nos membres du jury, avec Madame Laval, Monsieur vous fait Couder. revenir. Excusez-nous, mais votre podomètre vous remerciera. Allez, venez tous les 3. Venez, petite photo collective. Et donc voilà les 3 lauréats de ce soir. Adèle Serriot, Simon Cadet, Jeanne Maucourt. On est bon pour les photos. On va inviter aussi tous les autres candidats à nous rejoindre sur scène. Allez-y s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, Zara, Léopold, Mort, Julie. On va prendre le logo, on va le ramener. Victor, Axel. Hop. Cédala. Essayez au maximum de vous serrer si vous voulez être dans le cadre. Maud est une magicienne, mais il y a un cadre. Est-ce que Maud, tout est bon? Donc Parfait. voilà, on retrouvera les 3 finalistes, bien sûr, le 23 avril à Limoges, où vous pourrez certainement voir ça en ligne. Et en tout cas, on leur souhaite d'aller le plus loin possible, la finale régionale et la finale nationale. Et puis, dans le même temps, c'est le temps des remerciements, mais ils sont essentiels, notamment le service Sciences et Sociétés de l'Université de Poitiers, dont la vice-présidence est Lydie Baudiou, et son équipe et cet événement a organisé ce moment grâce à Krong était aux manettes, avec une équipe de choc, Anaïs Leroux, Lucie Terral, Simon Olivier, et nous avions aussi Natacha Ménec. Nous remercions aussi l'équipe technique de la direction de la communication, David Lemoine à la vidéo, Maud Calofer, Jessica Courtois, Cécile Rodriguez, Alexia Drouillard et notamment l'équipe qui nous accueille ici à la Maison des étudiants, coordonnée par Alexandre Royer. Vous avez à la lumière Madame Adèle Vaneg et au son Elliot Amiot. Vous pouvez les applaudir bien fort s'il vous plaît. La soirée vous a été présentée par Jean-Philippe et Apolline Delajoie, orchestrée par Thérèse Delajoie, ou plutôt en réalité Charlotte Talbot, Hervé Guyonnet, Emma Bloom de la compagnie Quiproquo Théâtre. Et justement, je profite de ça pour rebondir et pour vous remercier infiniment, tous ensemble, de nous avoir menés jusque-là. Donc merci infiniment Hervé, merci Charlotte, merci Grace, merci Emma. On vous a... Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. Merci ma belle. Oh pardon. Merci beaucoup. Et donc justement, si on en profite pour faire aussi la promotion d'activités qu'on a au sein de l'université et ailleurs. Et donc le prochain Chabaret des Sciences à l'Hôtel des Sciences, le premier jeudi de chaque mois. Donc le prochain c'est le 2 avril. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui je crois, donc il y a peut-être encore des places. Et puis avec la compagnie Quiproquo, vous pourrez nous retrouver au République Corner le 9 avril pour un match d'improvisation qui nous verra rencontrer une équipe de la Ligue nationale d'improvisation de Montréal. Donc ils viennent de Québec pour faire une tournée. Et donc on sera ravis de les accueillir et de vous y voir. Mais cette fois, c'est quand même un dernier slave d'applaudissements pour toute l'équipe des doctorants de l'Université de Poitiers. Bravo.